La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Salut Laurent, tu vas bien ? Salut Arnaud, ça va et toi ? Ouais, écoute, je suis très content de te retrouver. Je fais un gros bisou à Julien Coulon qui va encore trouver que je suis un peu à l'arrache et qui aime pas ça et qui nous dit il faut soigner les podcasts, les gens vous écoutent, etc. Et à la fois, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui saisit les opportunités quand elles se présentent. Et donc, tu m'envoies un texto, tu me dis j'arrive à 12h46 à Montparnasse. Je te dis, moi, je pars Gare de Lyon à 12h42. Si tu veux, on se retrouve à 13h40 pour enregistrer. On a 25 minutes devant nous. Et on ne s'est pas vu depuis 3-4 ans, c'est ça ? C'est ça. Et donc, ça fait 30 minutes pour se donner des nouvelles. Parfait. J'arrête là. Laurent, tu es le fondateur de Sambot. Mais maintenant, tu le disais quand on prenait un café juste avant d'enregistrer, tu es un homme libre. Est-ce que tu veux bien, pour les gens qui nous écoutent, te présenter et nous dire qui tu es et comment tu te définis aujourd'hui ? Entrepreneur, aventurier, ça c'est sûr. Le contexte dans lequel on fait cet épisode, c'est exactement ce que j'aime, être dans le jus, être dans l'aventure. Pour ma part, j'ai fait directement à la sortie de mes études, j'ai monté une boîte qui s'appelle Sambot, un peu sur un malentendu. 2014, c'est ça ? 2014, c'est ça. J'ai rencontré mon associé chez Total en alternance. On savait pas bien quoi faire après au moment de rentrer dans la vie professionnelle et on s'est dit vas-y, on va essayer de monter un truc. C'était la mode de l'économie collaborative. Pourquoi pas faire un truc dans le bateau ? Ça nous fera rigoler. Et t'avais déjà une appétence particulière pour le bateau. Toi, tu naviguais, t'es né au bord de la mer. C'est quoi un peu ? Complètement. Ma famille, en fait, est une famille de navigateurs. On a toujours eu un voilier et j'ai toujours trouvé ça complètement con d'avoir un bateau, de passer son temps à l'entretenir, le chouchouter, dépenser des 1000 et des cents pour le bichonner et au final s'en servir 3 fois dans l'année. Donc c'est là où je me suis dit pourquoi pas en fait partager ces bateaux qui ne servent pas en fait à leurs propriétaires. C'est quoi la stat sur le nombre de jours que sort par an un bateau en mer ? Je crois que c'est 10 jours, 12 jours, c'est ça ? Non, 10 jours par an, et encore, an. c'est la stat officielle pour les bateaux actifs. Donc les bateaux qui sont mis à l'eau tous les ans. Il y en a plein qui ne servent à 0 jour dans l'année. C'est hallucinant. Et donc, là, aujourd'hui, tu as quel âge ? 35 ans. 35 ans, donc 2014, 25 ans, 24 ans, sortie d'études. Vous lancez Sambot. Vous vous lancez direct sur les particuliers, vous allez sur les professionnels. Comment démarre cette aventure ? C'était la mode de la sharing economy, de l'économie collaborative. Et en fait, ce que j'ai fait au début, c'est mon associé m'a dit mets ton appartement sur Airbnb quand tu pars en vacances, ça te permettra de financer tes vacances. J'ai essayé le concept et j'ai vu que ça marchait du tonnerre, mes vacances tout frais payés. Je me suis dit mais ça, c'est un truc qui peut marcher hyper bien sur le bateau. Et il n'y avait pas encore d'acteurs aux US, en Europe Il n'y avait rien en Europe et il y avait un acteur qui s'était lancé aux US qui venait de faire une levée de fonds il y a quelques mois auparavant. Excellent. Et raconte-moi en quelques chiffres, les premières années, vous avez quoi ? 100 bateaux, 200 bateaux, et puis à la fin, combien ? Donc effectivement, les premiers bateaux, on les cherchait à la main en faisant la tournée des ports, des connaissances, etc. Et donc c'était essentiellement sur le bassin d'Arcachon parce que on était implanté à Bordeaux et là on a fini à 50 000 bateaux dans 76 pays. Donc c'est Et sur le modèle économique, il a évolué ou ça a toujours été le même ? C'est-à-dire, tu as une commission que tu prends d'ailleurs de quel côté ? Du côté du bateau ou du côté de la personne qui loue ? Ou des deux ? Au début, on s'était calqué exactement comme sur Airbnb, une partie propriétaire, une partie locataire. On a vu que c'était pas intelligible en fait pour les gens, donc on s'est dit uniquement côté propriétaire. On leur apporte des revenus, donc on va prélever directement dessus pour le service qu'on apporte. Surtout, sécuriser le bateau et faire en sorte que le bateau
revienne en bon état à la fin. Et je t'entendais aussi parler là tout à l'heure avec Laurent Kretz de la partie dev, tech et des recrutements que vous aviez fait. Vous avez rencontré des difficultés, vous aviez copié la plateforme d'Airbnb. Comment vous avez fait ? Bien sûr, on a fait des erreurs de débutants, c'est-à-dire qu'on a pris une agence au début pour développer la plateforme. On s'est vite rendu compte des limites d'avoir un développement externalisé et après on a recruté un CTO. On a recruté un premier, ça l'a pas fait. Un deuxième, il a eu un double pneumothorax, il a fallu y passer. Donc on s'est dit oh là là, c'est la catastrophe, on va droit dans le mur. Et finalement, c'est le troisième CTO qui a été le bon et qui est toujours parmi nous aujourd'hui. Génial. Et j'imagine que vous avez vécu des moments difficiles. Hier, j'enregistrais avec notre ami Laurent Witt du Kite and Connect, la semaine des Laurents. Et il m'a raconté son épisode Covid où ça a été très très compliqué. Comment toi, tu as traversé ces périodes-là et est-ce que tu veux revenir un peu sur les grandes étapes, peut-être les levées de fonds ? Je sais que vous n'avez pas beaucoup levé finalement. Non, pas tant que ça. En fait, chaque année, ça a été une nouvelle aventure avec la vie entrepreneuriale, des hauts et des bas. Et à chaque fois, on se disait, oh là là, c'est trop, on va s'arrêter. Et effectivement, la première levée, ça a pas marché. On a pris une plateforme pour nous aider à faire un crowdfunding avec des particuliers. Ça s'est pas passé comme on voulait. On s'est dit, oh là là, on n'a plus de cash, on va fermer. Finalement, on retrouve des business angels pour enflouer. Après, c'est la partie tech qui est catastrophique. La première saison aussi, on a eu le port d'Arcachon qui s'est dit, on va interdire la location de bateaux entre particuliers. C'est là où on avait l'essentiel de notre business, c'est le port d'Arcachon. C'est des malades. Donc on s'était pas démonté. Et là, on avait fait une pétition pour faire parler des droits des plaisanciers et ça a fait un énorme buzz. Donc t'appelles la presse régionale et tu leur dis venez faire un article. C'est pas normal comment est géré le port d'Arcachon. C'est pas normal d'interdire, c'est les droits fondamentaux des plaisanciers. Ils dépensent énormément déjà pour entretenir leur bateau et en fait ça fait le buzz cette pétition et c'est la première fois qu'on faisait les couvertures du Sud-Ouest, qu'on était vraiment vus comme les porteurs de la location de bateaux entre particuliers, les défenseurs des droits des plaisanciers pour démocratiser la plaisance. Ah, c'est marrant, ouais. Ça montre vraiment que quand t'es entrepreneur, enfin, je sais que toi tu l'incarnes, mais faut tout savoir faire. Faut tout savoir faire et surtout transformer toutes les menaces en opportunités. Un truc comme ça, c'était un coup à nous killer le business. Et en fait, ça l'a fait exploser. Et vous avez, avec tes associés, t'avais vraiment cet ADN-là dès le départ, cette culture forte d'entreprise, de vous dire, il y a un mur, je passe dessus, je passe à côté, je le casse à la masse, mais je m'en sors. Ouais, cette culture entrepreneuriale de faire plus avec moins, d'être couteau suisse et c'est surtout la débrouillardise pour tout, quoi. Plus avec moins, ça, toutes les startups le font pas. Ouais. On en avait un peu parlé tous les deux. C'est vrai que il y a des startups qui ont été perfusées avec des levées de fonds énormes et du coup qui ont perdu un peu ce côté je me débrouille, je fais avec pas grand chose. De ce que j'avais compris, vous avez eu cette culture-là. Comment t'as fait pour recruter justement des gens qui se débrouillent avec pas un gros budget marketing au début et garder cette culture toujours dans l'entreprise? J'ai pas de secret là-dessus. Effectivement, c'est difficile et plus tu grossis, plus tu lèves, plus t'as des personnes qui sont éloignées potentiellement de cette vision-là. Mais il y a ces valeurs qu'on a essayé de mettre directement dans l'entreprise, actées, en disant chez Samboat, c'est comme ça qu'on fait. On fait plus avec moins. T'as pas d'argent, c'est pas grave, tu vas réussir à faire mieux. Tu les avais écrits quelque part, c'est ça? Ah ouais, affichés au mur, les valeurs. Ah, t'avais affiché les valeurs. Tu t'en souviens? Tu peux les partager? Je les ai pas toutes, mais effectivement, il y avait cette idée de faire plus avec moins, de team spirit et après un peu plus classique de bienveillance, de débrouillardise, qui était la principale. Et en gros, sur ce marché-là, t'as pas d'énormes barrières à l'entrée. Il y a de la concurrence, donc on peut les citer ou on n'a pas le droit? Bien sûr, on peut les citer. T'as des Click and Boat et d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché. On était 4 au début. Vous étiez 4? Sail Sharing, Butterfly, Click and Boat et nous, au même moment, à 1 an d'intervalle, on s'est tous lancés. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qui vous a différencié les uns des autres? Il y avait un élément
hyper important au début, c'était l'assurance. En fait, trouver une assurance qui accepte de couvrir les bateaux pendant la période de location. Et vous l'avez fait avant les autres, ça, vous? Et ça, on a été les premiers justement à proposer ce contrat d'assurance à la journée pour assurer les propriétaires quand ils louent leur bateau, ce qui est quand même la prunelle de leurs yeux. C'est leur danseuse et du coup, c'est un élément clé. Et après, dans le développement, dans l'agilité du développement, où effectivement, on a eu la chance d'être backé aussi par notre assureur qui était la Maïf, avec qui on a levé 1 million d'euros. Et on a été très agile dans notre développement à essayer, toujours cette culture de faire plus avec moins et de se démerder avec ce qu'on a au lieu de cramer nos levées. Et sur ces 4 acteurs, tu saurais nous dire à peu près ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a Sail Sharing qui s'est revendu à Click and Boat. D'accord. Et Butterfly qui s'est revendu à nous indirectement par le groupe. Oui, alors parce que donc attends, si tu reprends les grandes étapes, vous avez fait donc cette mini levée de seed. Ouais, ensuite, donc vous avez levé 1 million d'euros avec la Maïf. Rapidement après. Les entrepreneurs dans l'Ouest vers Bordeaux, ils lèvent pas mal avec la Maïf. Je crois que c'est Benoît Panel de Yescapa qui nous avait mis en relation. Il y a quoi? Il y a quelqu'un de la Maïf qui vit à Bordeaux? Non, on était plusieurs en fait. Il y avait un axe stratégique pour la Maïf, c'était la sharing économique, qui est en phase avec leurs valeurs, et on était plusieurs en fait à être un panel de sharing économie à Bordeaux avec Yescapa, et aussi je stocke Laure Courty qui fait la même chose pour le stockage. Donc on était un peu la team Ecoco à Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs investissements de la Maïf là-bas. Trop cool. Et peut-être du coup pour parler de l'avant, l'après, parce que donc t'es passé de combien de chiffre d'affaires sur les premières années à combien de chiffre d'affaires au moment de ton départ? On parle en termes de volume d'affaires, c'est tout ce qui transite sur la plateforme. Donc effectivement, au début, je crois qu'on faisait dans les 50 000 euros de volume d'affaires dans Peanuts. Après, c'est marrant parce que ça explose. Tu fais x14, x5, x4. T'as cet engouement comme ça pour le concept qui marche hyper bien. Et puis après, là, on s'est ouvert aux professionnels de la location, on s'est ouvert à l'étranger parce que notre concept était facilement duplicable en Europe. Et du coup, là, quand je suis parti, on était un peu plus que 50 millions d'euros de volume d'affaires. Ouais, c'est sympa. Et donc, combien de collaborateurs? On était une centaine de collaborateurs. Et de mémoire, quand nous, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, tu étais en train d'être racheté ou tu avais été racheté. Tu étais en train de fusionner avec un grand groupe. Exactement. Cette période-là, toi qui as connu l'entrepreneuriat tout de suite après tes études, c'est un nouveau métier qui commence. Reporter à un COMEX. Des fois, tu peux être victime aussi de stratégies où on t'avait dit non, mais t'inquiète, ça va se passer comme ça et puis ça se passera comme ça. Comment tu t'en es sorti de cette période-là? C'est vrai que ça a été une lourde décision. À l'origine, nous, on voulait lever des fonds et en fait, c'est cet acteur qui nous a dit moi, je suis intéressé pour prendre une part majoritaire, finalement tout reprendre. Comme c'était le plus gros loueur de bateaux dans le monde, qui a des bases en physique, qui achète des bateaux et qui les exploite, on s'est dit dans notre développement avec les professionnels, notamment l'international, ça fait sens. Donc effectivement, ça a été une dure décision pour nous. Après, au final, dans le quotidien, étant donné qu'on reportait déjà un board avec des investisseurs, ça changeait pas énormément. Mais effectivement, dans les stratégies, on était obligé d'appliquer ce qu'on nous demandait de faire. Notamment pendant le Covid, on a eu des moments très difficiles où le groupe qui nous a rachetés avait des difficultés financières et nous demandait de tout couper, toutes nos dépenses. Donc il y avait des choses sur lesquelles on s'était engagé, on pouvait pas. Donc ça a été très difficile moralement de se dire et mentalement de se dire non, je ne vais pas pouvoir tenir les engagements que j'ai pris et prendre des décisions qui sont à l'encontre de ce que tu pourrais penser toi en tant qu'entrepreneur. Au final, sur plein d'aspects, ils avaient raison, mais effectivement, c'est une autre approche de parfois devoir appliquer des décisions qui ne sont plus du tout les tiennes. Et à ce moment-là, la culture d'entreprise, elle joue beaucoup? Énormément. Et justement, de pouvoir bien différencier les deux entités, Dream Yacht Charter qui nous avait racheté et nous, Samboat, la start-up web, c'était hyper important parce que la culture d'entreprise était différente. Même si Dream Yacht Charter a une culture d'entrepreneur, mais d'entrepreneur un petit peu plus d'il y a 30 ans, alors que nous, on est toujours dans cette idée de start-up. Du coup, ils nous charriaient souvent en nous disant, vous, les joueurs de ping-pong, vous faites ça, comme ça. Mais c'est hyper important pour garder cet aspect d'innovation, d'aller conquérir le monde, de faire toujours plus. Garder cet ADN, c'était vraiment, je pense, la meilleure décision qu'on ait prise, de bien séparer les marques, bien séparer les équipes, en gardant cet ADN-là.
Ouais, écoute, j'ai discuté de ça avec quelqu'un, alors il faut que ça me revienne, mais qui parlait justement de... C'est un énorme groupe qui a pas mal de business units et où il dit, ouais, il faut laisser l'autonomie, laisser la marque pour pas casser la machine, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fusions-acquisitions où les synergies sont pas au rendez-vous. Euh, Écoute, après cette expérience de 10 ans, on le disait, donc tu retrouves une certaine liberté. Là, je crois savoir que tu prends un peu de temps pour toi. Tu coaches certains entrepreneurs. Ça ressemble à quoi ta vie en 2024-2025? C'est incroyable de pouvoir retrouver cette liberté-là, de pouvoir avoir un été complet. Moi, ça fait 10 ans que je bosse comme un acharné en été. Et j'essaye de rendre l'appareil, donc d'accompagner, d'aider les entrepreneurs que je connais ou ceux qui me contactent autant que je peux pour pouvoir... moi, quand je me suis lancé, la chance qu'on a eue aussi, ça a été d'être bien entouré. On avait Yescapa, on avait Jostock qui avait 2 ans d'avance sur nous. Il y avait une solidarité entre entrepreneurs, tu trouves? Énorme, incroyable. Et ça, je l'ai trouvé partout, même avec des entrepreneurs que je connaissais pas. Où je les contacte, ils me disent tout de suite, vas-y, on va prendre un café, je vais t'aider. Et ça m'a fait halluciner cette entraide qui existe. Et voilà, j'essaie de rendre au maximum ce que j'ai pu recevoir. Comment ils te contactent aujourd'hui, ces entrepreneurs? Ils te contactent parce qu'ils ont vu sur LinkedIn que tu étais le fondateur de Sambot, parce qu'ils écoutent des podcasts. Et comment tu gères ça? Tu fais des visios, de temps en temps tu vas aller voir s'ils sont proches de toi. C'est quoi un peu ton mode de fonctionnement là-dessus? C'est déjà beaucoup par le cercle existant d'entrepreneurs ou d'amis qui me disent tiens, je connais quelqu'un qui a bien avoir des solutions, des conseils sur cette problématique. Et soit c'est une rencontre physique, soit c'est en visio, soit c'est un café. J'aime bien ce côté vraiment convivial où on va papoter, on va pas parler que business, on va parler aussi santé du dirigeant, on va parler d'autres sujets qui sont hyper importants. Et puis j'essaie d'aider comme je peux, quoi. C'est un sujet pour toi, la santé mentale du dirigeant sur les 10 dernières années? T'as des moments où t'étais cramé, où t'avais plus la foi, t'avais plus envie? Complètement. Ça arrive tellement régulièrement, plusieurs fois par an, où t'en peux plus, t'es lessivé. Où effectivement, tu te dis, mais tout s'écroule autour de moi, mon CTO est malade, il va peut-être mourir, la boîte va peut-être être plantée, le Covid, machin. C'est vrai que c'est hyper difficile et je trouve que ça manque d'accompagnement. En fait, l'accompagnement que j'ai vu, c'était par les autres entrepreneurs qui m'apportaient leur soutien. Et je trouve qu'il y a peu de coaching ou de structures qui permettent de soulager un peu les entrepreneurs. Parfois, il s'agit juste de se mettre une grosse race, de boire un bon coup, et puis c'est bon, c'est passé. On respire un bon coup et on passe à autre chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir alors pendant ces années, pendant 10 ans de ce sprint qui est à la fois un marathon et dans les moments durs, c'est l'environnement familial, c'est ta détermination avec maintenant que tu as du recul et que tu regardes ce chapitre de ta vie, c'est sûr, j'ai une certaine résilience face à l'échec, face aux difficultés, mais je pense que l'élément clé, c'était d'être bien entouré, notamment par mon associé, Nicolas Cargou, qui a été exceptionnel, et même si on n'est pas tous les jours d'accord sur tout, on arrive toujours à se retrouver dans nos valeurs et dans l'entraide, et aussi par les amis entrepreneurs, comme je disais, qui ont été... Et quand vous étiez pas d'accord, ça se matérialisait comment? Il y avait un gagnant, un perdant, parce que vous êtes tous les deux des personnalités rouges. Si tu as le discours motrice, ou finalement vous arriviez à dégager un consensus, parce que les causes d'échec que nous, en tant que VC, on voit en start-up, de temps en temps, ça arrive, c'est quand même les désaccords entre associés. De votre côté? Je pense que c'est hyper important de pas être d'accord, parce qu'on est différents et c'est hyper important d'avoir des visions complémentaires, mais à chaque fois on arrivait à trouver un consensus qui nous permettait d'avancer. Et vraiment le point principal pour nous, c'était d'avancer. On prend un choix ou l'autre, mais on y va à fond, et la prochaine fois on prendra le choix de l'autre, ou trouver un consensus. Mais c'était ne pas rester bloqué sur une situation, c'était pour nous le plus important, ça. Top. Écoute, je vois l'heure qui défile, près d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. T'as pas changé. 4 ans après, t'as toujours la même énergie, la même passion. Avec mes associés, on parle souvent, quand on rencontre des entrepreneurs, est-ce qu'on voit cette flamme dans leurs yeux, est-ce qu'elle brûle fort, et est-ce qu'on sent justement qu'ils vont avoir la capacité de tenir, d'être résilients sur les 10 prochaines années. Et je pense que ça pèse peut-être pour 30 ou 40% de notre décision d'investissement. T'as
t'as envie de faire quoi là sur les 10 prochaines années? T'as envie de t'impliquer, de lancer une boîte à impact, de prendre du temps pour toi? Comment tu vois les choses? Aucune idée, j'ai voyagé pendant quelques mois en me disant je vais avoir la solution en rentrant et pas du tout, donc ça va être la surprise, un nouveau projet, un projet à impact, aider, coacher. Surprise. Late co-founder, associé, tu es ouvert à tout aujourd'hui. Exactement. Donc ils te contactent comment? À quelle adresse mail? Via LinkedIn. Via LinkedIn ou l'email, tu peux le donner? Ouais, laurent.calando@gmail.com. Facile À trouver. Écoute, je dis toujours que la chance sourit aux esprits qui y sont préparés. Je te remercie beaucoup d'être venu prendre 20-30 minutes de ton temps pour enregistrer ce podcast et parler de ton aventure. Moi, j'ai été un des clients, je pense, de la première heure, un peu comme Yescapa. À chaque fois que je loue un van, j'envoie les photos de mes vacances à Benoît Panel, que j'espère recevoir un jour quand il rentrera lui aussi de ses voyages. Il rentre semaine prochaine. Prochaine. Bon, Benoît, si tu nous écoutes, on t'attend en studio. J'espère qu'il y a des entrepreneurs qui, par ce média-là, par nos contenus, seront amenés à te contacter. En tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que tu as de l'expérience. Tu as su traverser ces tempêtes-là avec brio et puis t'adosser à un industriel, faire le job. C'est pas évident de faire le job. On parlait de ça, peut-être on peut finir là-dessus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui touchent jamais leur earn-out ou c'est compliqué, etc. Mais parfois, quand tu travailles bien et que tu fais ce SAV, ça fonctionne bien. Ouais. Comment tu conclurais, toi, cet épisode là-dessus sur Moi, je dirais, c'est surtout l'important, c'est de pouvoir toujours s'éclater. Et quand on s'éclate toujours, ça se sent, en fait, dans son métier. Et effectivement, ça permet de plus de chances d'aboutir à un succès aussi d'une intégration qui est toujours difficile et potentiellement un earn-out. Ouais. Oui, et que tu aies vendu ou pas, ça reste la même entreprise. Souvent, ça reste la même équipe. Et je crois que c'est Julien Coulon, avec qui on bosse pas mal, qui le disait aussi... en tant que patron, que chef un peu de bord, tu as un vrai enjeu à assurer le SAV de ton équipe. Et c'est pas je vends, je m'en vais, et puis après moi la tempête, quoi. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Le temps nous est compté, donc un épisode un peu plus court que d'habitude. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous font des commentaires, qui nous partagent. On prend toujours beaucoup de plaisir dans cette aventure entrepreneuriale OVNI à financer des entrepreneurs comme toi, qui sont des visionnaires, qui sentent les choses et qui mettent une grande partie de leur vie pour construire des belles entreprises. Donc si ça peut inspirer ne serait-ce que quelques personnes, que ce soit mes étudiants à Sciences Po, d'autres VC ou des entrepreneurs, on est très content d'avoir pu partager ça avec toi. Merci beaucoup, Laurent. Plaisir partagé. À très bientôt. On se revoit dans 4 ans et tu me parles de ton prochain projet comme ça. Très bientôt. C'est ça. Allez, salut. Ciao.